Et pas que vous vous retrouviez 4 ans plus tard à aller chercher des choses qui sont un peu datées. Pendant le clinica, bon, c'est mon cas. Alors, si on vous le fait entre 2 clinicas, il faut faire attention à la date d'obtention du diplôme de DES. Et à ce moment-là, il faut s'arrêter un minimum de temps. Le financement, il est en général meilleur que quand on fait sa thèse pendant son internat si on s'arrête. Et puis si on ne s'arrête pas, c'est notre salaire de chef de clinique. Et puis c'est la question, est-ce qu'on peut la faire en même temps ou est-ce qu'il faut absolument s'arrêter? C'est un peu la suite de mon topo. Donc pendant le clinica, en pratique, quand est-ce qu'on fait cette thèse? Souvent, on débute les manips et on débute le projet avant de s'inscrire en thèse, parce qu'on arrive en tant que chef de clinique, on a forcément un peu de stress quand on arrive comme chef de clinique. Il faut être responsable de ses patients, on a des internes, on est responsable du bloc, on a nos gardes, nos urgences, etc. Et donc ça fait beaucoup de commencer à la fois une première année de clinica et une première année de thèse inscrite en même temps. Donc si vous êtes intéressé et que vous avez fait un M2 pendant votre internat, que vous voulez continuer en thèse, la première année, faites des manips, allez au labo, mais vous inscrivez pas. Ça vous fera gagner du temps et ça vous permettra de finir une thèse en 3 ans d'inscription et non pas en 4. Si on le fait en même temps, c'est 1 ou 2 jours par semaine en général qui sont dédiés à la thèse. Dans mon cas, c'était 1 jour. Parmi les collègues à qui j'ai demandé, le plus avantagé avait 2 jours pleins, voire 2 jours et demi. Mais en même temps, ça pâtit sur sa pratique clinique et chirurgicale. Mais ça dépend évidemment du chef de service avec qui on travaille, et puis aussi du laboratoire. Le laboratoire, de toute façon, plus vous faites de temps avec lui, plus ils sont contents. On est obligé un petit peu de travailler sur les repos de garde, les week-ends, les soirs, les repos de garde quand on en a. Mais en tout cas, faire des manips le week-end parce que la souris, elle a le bon âge un week-end et puis vous voulez pas rater cette portée-là, oui, il faut revenir un week-end et puis faire cette manipulation ce week-end-là et non pas un autre moment. 3 ans de thèse, c'est possible, c'est souvent 4 ans de thèse. Si on fait la thèse vraiment totalement en parallèle avec le clinique. Le laboratoire, je vous ai dit, en lien ou pas avec le service. Est-ce que c'est des chercheurs purs qui vont pas forcément comprendre vos problématiques de clinicien ou non? Et puis sur place ou à distance du service, ça joue aussi. Si le labo est sur place, s'il est dans l'hôpital, c'est plus facile parce que dès qu'on a un moment, on peut aller au laboratoire, finir une manipulation. Le soir, quand on a fini, on peut aller vérifier les cultures cellulaires, etc. Mais on est aussi appelable. Si on est sur place, ça veut dire que les gens du service savent qu'on va vous appeler, on va vous dire « je suis désolée, là il n'y a personne pour faire ce bloc et puis toi tu es là et tu es dispo ». En fait non, on n'est pas dispo, on est censé être sur notre travail de thèse, mais quand on est sur place, forcément on va dire ok, c'est bon, je reviens, et en fait ça fait un jour de recherche qui ne sera plus dédié à la recherche. À distance du service, c'est le contraire. On est à distance, donc on va moins nous appeler. Mais par contre, on ne va pas pouvoir aller faire une manipulation entre deux blocs. Ça, c'est pas possible. L'école doctorale, elle est décidée en fonction du laboratoire. Certaines écoles doctorales peuvent être difficiles avec les médecins-chercheurs. Ça a été mon cas. Au début, je me suis fait convoquer par la directrice de l'école doctorale qui m'a dit une thèse, c'est sérieux. On ne peut pas faire ça en même temps qu'un autre travail. Donc je lui ai expliqué mon organisation, je lui ai expliqué que c'était en vue d'une carrière hospitalière universitaire, que j'allais m'arrêter, c'était décidé dès le début de mon inscription en thèse, que j'allais m'arrêter 1 an, et finalement elle a bien voulu m'inscrire, mais certaines écoles doctorales vont vous dire non, en fait il faut s'arrêter 3 ans, et la réglementation, normalement, quand on fait ça en parallèle d'une profession, par exemple pour des ingénieurs qui font une thèse en parallèle de leur profession et qui ont leur thèse qui est financée par une entreprise, ça peut arriver. Normalement, c'est 50% dédié à la thèse et c'est 50% strict. Donc normalement, c'est censé être assez réglementé.
Et le financement, si on est chef de clinique, c'est notre salaire de chef de clinique, et à ce moment-là, il faut transmettre son contrat de travail à l'école doctorale pour qu'elle puisse valider l'inscription. Les avantages de faire sa thèse pendant son clinica, c'est qu'on va plus vite. À la fin, on a notre clinica, on a notre thèse, et puis on peut passer à l'étape d'après. Le financement est confortable, c'est notre paye de chef de clinique avec les gardes qu'on continue, donc forcément c'est plus confortable que le financement d'un étudiant thésard. On peut continuer une activité clinique et ça c'est quand même agréable, c'est ce qu'on aime faire. On a décidé de faire médecine avant de faire de la recherche. On aime être au bloc, on aime opérer, donc c'est quand même sympa de pouvoir continuer à le faire. Et puis il n'y a pas de rupture avec le service. Et ça c'est assez important aussi, c'est-à-dire qu'on ne se fait pas oublier. J'ai connu, après c'est des histoires, mais des personnes qui sont allées faire leur thèse de sciences, par exemple en Australie, je donne un exemple réel, qui sont partis 4 ans, et quand ils sont revenus, en fait, plus de poste. Alors que c'était censé être un poste hospitalo-universitaire, et au retour, en fait, il n'y avait plus rien. Parce que 4 ans ailleurs, on se fait vite oublier si on ne garde pas des liens et si on ne garde pas quelque chose de fort avec le service. Les difficultés, c'est ce que je vous ai dit, c'est le temps nécessaire pour la recherche qui est clairement trop faible quand on est chef de clinique en même temps. Si on a 1 jour, c'est vraiment pas beaucoup. Si on a 2 jours, c'est déjà mieux, mais c'est pas suffisant pour mener un projet costaud à bien. Donc c'est difficile de bien faire, c'est difficile de faire de mener un projet de recherche à terme. Quand on a des manipulations sur plusieurs jours, il faut les déléguer. Il faut avoir des gens dans le laboratoire qui vous soutiennent et qui peuvent reprendre la main sur votre manipulation. Et puis, dès qu'on a un sujet, on sait qu'il va falloir le publier, on sait qu'il va falloir en tout cas le soumettre pour valider sa thèse, quitte à finir le projet de recherche après la validation de sa thèse, pour des raisons de calendrier, de carrière, de commission, etc. C'est aussi assez difficile de se remettre dans le bain à chaque fois qu'on revient. C'est-à-dire qu'on passe 4 jours dans le service et puis on a 1 jour par semaine au laboratoire. Ce jour par semaine au laboratoire, quand on arrive le matin, il faut reprendre la gymnastique cérébrale et se dire bon, où est-ce que j'en étais ? Est-ce que cette manip, est-ce que je peux la continuer ? Est-ce que je peux regarder ça ? Où en sont mes souris ? Où en sont mes cellules, etc. Il faut savoir travailler le soir et le week-end au laboratoire, y retourner de temps en temps parce qu'il y a besoin de faire des manipulations. Et puis la dernière chose, c'est que forcément on est moins présent au laboratoire et donc on a plus de difficultés à communiquer avec les autres membres du laboratoire et notamment à assister aux réunions de labo, quand il y a des réunions de labo. Moi par exemple, j'étais au laboratoire le jeudi, les réunions de laboratoire c'était le jeudi, mais j'y allais jamais parce que il fallait que je continue mes manipulations et je pouvais pas me permettre d'avoir 2 heures sur ma journée qui étaient prises par la réunion de laboratoire. Donc voilà, il faut, si on connaît l'équipe du laboratoire, c'est bien de bien la connaître, d'être soutenu et de pouvoir continuer à communiquer, même si vous n'êtes pas là l'ensemble de la semaine. La pratique clinique, souvent on va la mettre en premier plan. Elle est forcément impactée si on est absent du service 2 jours ou un peu plus par semaine, sur le suivi des patients hospitalisés, sur le suivi des urgences. Donc ça, forcément, on est impacté, et ça, c'est ce que me disait un de mes collègues qui a vraiment 2 jours pleins et 2 jours où il y a interdiction de l'appeler. Ça, c'est la chef de service qui dit on ne l'appelle pas parce qu'il est au labo, et voilà, c'est la politique du service. Et donc à chaque fois qu'il revient, il faut qu'il se remette un petit peu dans le service et qu'il se remette à jour de ce qui s'est passé les 2 jours où il n'était pas là. Et puis en fonction de l'organisation, à partir du moment où on n'est pas là 2 jours par semaine, même chose, on va forcément moins consulter, moins être au bloc, et donc l'expérience sur le plan chirurgical est forcément un petit peu moindre. Après, c'est l'objectif au final, c'est de rester à l'hôpital, et donc on continuera notre formation et notre pratique chirurgicale un petit peu plus tard. C'est simplement la décaler dans le temps, et en tant que chef de clinique, forcément on sera un tout petit peu moins bien formé que notre collègue qui est là 5 jours par semaine et qui est tout le temps au bloc.
Une alternative, c'est ce que je fais, c'est prendre quand même un petit peu de temps et s'arrêter pour finir ou commencer sa thèse. Ça dépend dans quel sens on le fait. On peut s'arrêter 1 an, voire 2 ans, soit au début, soit à la fin de la thèse, en fonction de l'organisation. Ça permet de bien avancer et soit de finir les choses qu'on a commencées quand on était à mi-temps, soit au contraire de poursuivre notre travail de Master 2 et de quasiment terminer sa thèse sur l'année de Master 2 et la première année où on s'arrête à temps plein. S'arrêter, ça permet d'avancer beaucoup plus vite, de réfléchir beaucoup plus à la fois sur notre projet de recherche, mais aussi sur notre carrière, sur nos autres papiers, sur les projets de recherche clinique du service. Donc on peut mettre en place plein de choses en même temps. Et puis, vous le savez, en Master 2, on a un rythme qui est complètement différent. C'est un petit peu la même chose quand on est en thèse. Il faut travailler, évidemment. Ça demande quand même un travail, mais c'est pas le même rythme que le rythme de chef de clinique. Le problème, c'est qu'il faut trouver un financement et puis choisir le moment, en début ou en fin de thèse, en fonction de l'organisation du service souvent. Les financements, là je vous ai mis les principaux. Le contrat doctoral, ça c'est l'école doctorale qui l'organise. C'est 3 ans, donc en général c'est pour les personnes qui vont s'arrêter pendant leur thèse. Et c'est sur concours. On dépose son dossier pour avoir le contrat doctoral. Les fonds propres du labo, c'est plutôt rare. C'est pour les laboratoires qui sont assez riches et qui peuvent se permettre d'employer quelqu'un pendant 1 année en CDD. Et là, le salaire sera négociable. Les postes d'accueil, le plus connu, c'est les postes d'accueil INSERM. C'est 2 ans. Donc c'est 2 ans où on va s'arrêter totalement. C'est mieux payé que le contrat doctoral, donc c'est assez. C'est quelque chose qui est fait pour les médecins qui souhaitent faire une thèse de sciences, donc c'est plutôt adapté pour nous. Et puis, il y a, en plus du poste d'accueil INSERM, là récemment, il y a des postes d'accueil pour les Parisiens AP-HP et autres structures. Là, moi, je suis sur un poste AP-HP Pasteur, donc c'est le même principe, c'est un poste sur concours, à peu près le même salaire, et ça permet de s'arrêter 1 an ou 2 ans pour avancer sur sa thèse. Et puis après, il y a les bourses, donc là, il y en a pas mal. C'est les mêmes bourses qu'on a pour les masters, et puis c'est des demandes à faire avec les dossiers à remplir, etc. Donc dans mon cas, je vous ai déjà un petit peu dit, mais moi j'ai commencé, j'ai fait 3 ans de clinica, j'ai fait mon master 2 pendant mon internat, puis 3 ans de clinica. La première année de mon clinica, j'ai essayé de continuer les manifs au labo, mais c'était quand même un petit peu compliqué de faire les deux en même temps, et donc je ne me suis pas inscrite en thèse la première année. Je me suis inscrite à partir de la 2e année, où là j'avais 1 jour par semaine clairement défini où j'étais au laboratoire. Le laboratoire est à l'Institut Pasteur, j'étais chef de clinique à La Pitié, donc c'est un laboratoire qui n'est pas en lien avec le service et qui commence à avoir des liens, mais qui initialement n'était pas en lien avec le service, où il y a que des chercheurs, un laboratoire de recherche pure. Mais après avec un projet translationnel, puisque je travaille sur la thérapie génique pour la restauration de l'audition et de la fonction vestibulaire pour des modèles de surdité génétique humaine. Donc j'étais à distance de l'hôpital, j'ai eu quelques coups de fil, j'en ai eu même pas mal, me demandant où ça en était pour tel patient, pour tel autre patient, les internes qui appellent, etc. Mais n'empêche que j'ai jamais eu besoin de me redéplacer parce que j'étais loin. Je pense que j'aurais été sur place, clairement j'aurais fait des allers-retours dans le service, et c'est clairement pas bien. Le sujet, c'était dans la continuité de mon master, ce qui me permet aussi de bénéficier des résultats de mon master pour ma thèse. Et puis je vous ai dit, donc 1 jour par semaine, et là actuellement à temps plein, enfin quasi temps plein, 80%, puisque je continue une consultation dans le service 1 jour par semaine. Donc au total, la thèse pendant le clinica, c'est bien. Mais il faut avoir un directeur de thèse qui est disponible et compréhensif, disponible pour lui poser toutes les questions qu'on peut
et qui va rapidement vous répondre et vous diriger sur votre thèse. Une équipe de laboratoire qui va vous aider et qui va vous dépanner quand vous ne pouvez pas faire telle ou telle manip. Un chef de service qui vous soutient, ça c'est extrêmement important parce que il faut pouvoir être libéré de son travail clinique pour faire sa thèse, et puis c'est en vue d'un poste dans le service, donc normalement il est censé vous soutenir, c'est une nécessité. Bien choisir son sujet, que ce ne soit pas un sujet trop complexe et impossible à mener en parallèle de son clinica. Discuter de l'organisation en amont et la respecter, donc savoir exactement ce qu'on va faire comme manipulation, et puis être extrêmement bien organisé. Ne pas être joignable les jours de labo, donc ça c'est vraiment important, pouvoir se libérer totalement et puis se consacrer à la recherche. Savoir faire des concessions, à la fois sur son activité chirurgicale, sur son activité de recherche. Forcément, on fait les deux en même temps, donc ça ne peut pas être parfait, c'est pas possible. Des concessions sur sa vie personnelle aussi, on a une chose de plus à faire par rapport à nos collègues, donc ça prend du temps. Garder en tête son objectif final, ça c'est facile à dire, et surtout être extrêmement bien organisé, c'est-à-dire qu'on a un planning, qu'on sait ce qu'on va faire tel jour, tel autre jour, etc. Et que quand on arrive le matin, on sait exactement ce qu'on a à faire. Il ne faut pas avoir une heure de réflexion avant de se lancer, parce que c'est une heure perdue, c'est un peu dommage. Donc ce que je faisais, c'est qu'à la fin de chaque journée de labo, je m'organisais pour la suivante et je savais exactement ce que j'allais faire. Et éventuellement, j'envoyais des mails à telle personne, telle autre personne dans le labo, pour essayer d'avancer et que tout soit prêt au moment où j'arrive. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci beaucoup, Ghislaine, c'est vraiment, ça résume très bien ce que beaucoup d'entre nous ont vécu depuis d'ailleurs longtemps. Je retrouve les mêmes choses que des questions qui sont posées à moi. La discussion est ouverte. Maxime ? Merci beaucoup pour cette approche très pratico-pratique, et il y en a besoin parce que quand on dit tu vas faire une thèse ou je vais m'inscrire en thèse, on ne s'imagine pas le parcours que c'est effectivement, donc c'est important de caler les choses. J'ajouterais que en fonction des écoles doctorales et en fonction du moyen d'inscription, parce que moi c'était un petit peu particulier, mais à ce moment-là j'étais plus sur une modalité de formation continue en définitive, ce qui fait que c'est pas forcément 4 ans, enfin 3, 4, mais ça peut être 5, 6 aussi, à renouveler chaque année en fonction du comité de suivi de thèse, bien entendu. J'ai bien beaucoup apprécié l'explication concernant le fait que rencontrer ces organismes-là, ces écoles doctorales, ces universités qui ne sont pas habituées à voir nos profils, des fois ça peut être très compliqué et des fois ça peut être mal pris, comme ce qui a pu se passer au départ. Donc on n'est pas du tout accueillis à bras ouverts. C'est vrai que l'organisation est aussi difficile après de son côté, et qu'il faut vraiment savoir se libérer. Alors après, si tu as pu arriver à faire en sorte d'avoir 2 jours complètement off et avec personne qui te dérange, ça c'est super. Moi j'avais 1 jour, mais... Où il n'y a personne qui t'appelle à ce moment-là, c'est vraiment idéal. Après, ça c'est vrai que ça dépend. Alors si tu es chirurgien, il y a des spécialités qui s'y prêtent plus que d'autres aussi. Alors, je parle surtout médical. Mais d'un point de vue chirurgical, ça dépend aussi de l'équipe qu'on a autour. Si on est le seul dans sa surspécialité, ça peut devenir très compliqué. Un autre point, tu parlais des publications. Alors ça c'est vraiment variable aussi en fonction des écoles doctorales. Par exemple, nous on avait pris le parti, ça c'était avec mon directeur de thèse que ça avait été décidé de faire. Bon, il y avait trois différentes études qui allaient être menées, donc c'est de faire un article à chaque fois. Ce qui effectivement, tu l'as mentionné, lorsque tu fais de la science, c'est pas la même façon d'écrire les articles. Et il y a un moment où ça peut devenir difficile de publier ces articles parce que d'un côté vous avez les journaux médicaux qui ne sont pas habitués à recevoir ça, qui ne savent pas trop comment le prendre, et ensuite ceux qui sont scientifiques, ou quand c'est comme moi par exemple où tu le fais à mi-chemin, ils disent
pour eux une impression non aboutie alors qu'il y a déjà des premiers résultats, ils voudraient voir quelque chose de beaucoup plus important. Et c'est vrai que tout ça, il faut vraiment l'avoir en tête, et lorsqu'on se lance dans la thèse, être capable de pouvoir l'articuler comme ça dès le départ et d'avoir ça en tête pour être sûr de ne pas se retrouver au dernier moment à avoir des soucis. Moi, chaque année, ça a été compliqué pour me réinscrire, mais compliqué. Et pourtant, je m'y prenais 6 mois à l'avance. C'était sûr que je ne procrastinais pas du tout là-dessus parce que je connaissais cette administration. Chaque année, c'était une complexité fabuleuse, quoi. Donc, merci beaucoup pour le côté très, très pratique. C'était essentiel pour ceux qui vont s'y lancer. Amandine, toi qui as une expérience un peu identique. Ouais, pour compléter, donc moi ce que j'ai fait, c'est j'ai fait ma première année de thèse de sciences sur ma dernière année d'internat. Là, j'ai pas fait beaucoup de manips, j'allais juste sur les lendemains de garde, mais je prolongeais quelques manips de mon M2. Finalement, à partir de là, j'ai complètement changé de projet parce que ça marchait pas, voilà, globalement. Et après, j'ai pris une année off. J'ai pris mon année off entre mon internat et mon clinica, où là, pour le coup, c'était certes un changement de rythme, mais j'ai vraiment bossé à fond. Ça a été vraiment une année où je me suis dit, il faut que je fasse une thèse de sciences concrètement en un an. Voilà. C'est ça. Donc, faut pas se dire que c'est si calme que ça, parce que voilà. Et pour compléter ça, le financement, contrairement à ce qu'on croit, avoir un financement pour un an off, on l'obtient à peu près jamais, parce que toutes les bourses, c'est pour des financements où on signe des contrats d'exclusivité pour 2 ou 3 ans hors clinique. Donc on ne peut pas postuler. Si on postule, ils le vérifient parce qu'ils sont beaucoup plus enquiquinants qu'avant. Et les seuls qui proposent un an, il y a la FRM, il y a nos sociétés savantes, et la troisième, c'est l'ARC, je crois qu'ils avaient. Voilà. Il y a le groupe Pasteur Mutualité qui propose un an aussi. Ouais. Après, c'est des bourses privées. C'est ça. Bon, globalement, je pense que j'ai écrit une dizaine de dossiers, j'en ai eu aucun. Du coup, je faisais des journées complètes au labo et des week-ends où je remplaçais tous les week-ends, à peu près, ou 3 week-ends sur 4, mais j'en suis hyper contente. C'est-à-dire qu'en un an, j'ai suffisamment de résultats. Voilà, et je pense que c'est une espèce de libération, un peu de soulagement sur la fin de cette année off. Et ceux qui ne s'arrêtent pas du tout, j'en ai vu, ils ont une espèce de pression parce que de sensation de mal faire, de pas avancer, de faire par des techniciens leurs idées. Et dans le labo, il y a des labos qui jouent le jeu, donc qui avancent certaines manips, mais au final, un sentiment de pas de satisfaction au final. Voilà. Donc l'année off, je pense que c'est vraiment essentiel. Et le choix du directeur de thèse, je pense que c'est sur ça qu'il faut accentuer. En fait, ça se sait globalement. Il y a des directeurs de thèse où on sait qu'au bout de 3 ans, on présentera une thèse parce qu'ils feront tout pour qu'on ait fini un projet, et d'autres où on se retrouve un peu seul au monde et on les a pas derrière nous. Et si on n'y arrive pas, ils nous aideront pas à trouver des gens pour nous aider pour faire le projet. Je pense que le choix du directeur de thèse, moi j'ai ma co-chef qui a un directeur de thèse complètement absent. Elle avance pas, elle n'arrive pas à trouver des jours off, elle peut pas s'arrêter un an et elle se dit qu'elle n'est pas prête du tout. Oui, c'est sûr. Et elle n'est pas dans les délais. Donc voilà, encore une fois, je pense que ce choix-là du directeur de thèse est essentiel. Qui d'entre vous fait une thèse pour l'instant? Un seul? Alors, moi, je l'ai commencé cette année. Oui. C'est bon, ça marche. Oui. Donc, je l'ai commencé cette année. On a de la chance d'avoir un fonctionnement à Marseille qui est un petit peu différent avec le JBOC, qui est un institut en fait qui travaille beaucoup avec des cliniciens, donc la question est un petit peu différente et on fait tous notre master de là-bas, donc c'est vrai que ça se passe assez bien. Donc j'ai eu le droit de pouvoir la faire sur ma dernière année d'internat, donc ça c'est quand même une bonne chose. Et j'ai même l'autorisation de partir 1 an à l'étranger. Par contre, il faut que je continue mon travail avec eux par la distance. Et en fait, moi, je le ferai sur mon financement d'une médaille d'or. Donc en fait, l'année prochaine, je serai en médaille d'or, donc je serai financier par le biais de la PHM. Et la dernière année, du coup, qui sera une année, la première année de mon chef de clinica, qui là, pour le coup, prendra le relais par la suite. Donc en fait, on peut arriver à se débrouiller, même sans bourse, en fait, à essayer de faire une thèse de science sur 3 ans. Mais là, le projet sera suffisamment avancé, ce sera une année quasiment de rédaction. Exactement. Donc même sans bourse, voilà, moi j'ai pas eu le problème de bourse. Il y a une médaille. Je l'aurais pas, à moins que la médaille d'or soit refusée. Pour l'instant, c'est un peu la question. Oui, mais c'est l'équivalent d'une bourse, la médaille. Oui, c'est une bourse, mais qui est très facile à avoir. C'est quasiment du 100% tant qu'elle était encore. Il est marseillais, ouais. Oui. Moi, à Marseille, si on arrive avec un projet solide, parce que. Si où le labo n'est pas dans la ville où on était affecté à la base, ça peut arriver. Ouais, non, c'était pas le cas, mais c'est vrai que du coup, nous, c'est quasiment du 100% si on a un projet qui tient la route. Ça juste faut ça.
Quelqu'un veut faire une thèse? Il n'est pas encore inscrit? Plusieurs. Vous allez faire comment? Vous avez une idée? Alors moi je ne sais pas trop. Je vais faire mon clinica à partir de l'année prochaine et je pense que je vais quand même devoir m'arrêter à un moment donné au moins pour 1 an. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que là déjà je me suis arrêtée un peu plus d'1 an pour le Master 2. Il y a le clinica, nous on fait donc 2 clinicas en chirurgie pédiatrique, donc ça fera 4 ans de clinica, la thèse derrière. Et j'hésite à repartir au Canada pour faire en tout cas une partie de la thèse de science, peut-être en alternance entre la France et le Canada. On peut faire des thèses partagées comme ça, mais ça rajoute des années quoi. Et ça commence à être compliqué, mais voilà, j'aimerais bien la faire en collaboration avec le Canada, ce serait bien d'établir un projet entre la France et le Canada. Oui, moi je vous avoue que c'est pas encore. J'ai trouvé une idée de projet déjà. Après, c'est pas du tout réfléchi pour le moment. J'ai encore 2 ans d'internat. Je commencerai pas avant la fin de l'internat. Il y a un point qui m'a intéressé dans ce que tu as dit et qui est très vrai, c'est qu'il faut être très organisé. Et ça, vraiment, je crois que ceux qui font une thèse pour l'instant ne le nieront pas. C'est un facteur clé du succès. Moi, je me souviens très bien, j'étais en relation à un moment avec celui qui s'occupe de l'équipe Régène-Med dans Caroline du Nord, qui est un urologue infantile, qui mène son institut, qui est un institut qui est un peu plus petit que celui que mène Gérard Saillant, mais qui est quand même à une certaine taille. Et il était très organisé, c'est-à-dire qu'il avait une journée de consultation où il voyait 45 malades, une journée opératoire où il opérait à peu près 10, 12, 13 malades, et puis le reste du temps, il s'occupait de son institut et de sa recherche. Mais ça voulait dire une organisation vraiment sans faille. Moi, je le confirme parce que j'ai essayé de faire de la recherche en toute ma carrière, effectivement. Et comme tu as dit, le jour où on fait de la recherche, on fait de la recherche. On n'est pas là pour qu'on vous dise la cicatrice est toute rouge. Voilà. On fait de la recherche. Il y a un point sur lequel je voulais revenir que tu as cité, qui est le parcours médecine-sciences, qui est effectivement quelque chose de très particulier, mais que je trouve assez séduisant. Alors je sais que les chirurgiens disent que c'est pas possible, parce que passer 4 ans avant de rentrer vraiment dans la médecine, c'est pas possible, mais je crois que c'est intéressant. Il n'est pas là malheureusement, il y avait quelqu'un du parcours médecine-sciences, que je m'occupe du parcours médecine-sciences de l'Institut Pasteur, avec Norman Sup et puis l'Institut Curie, et chaque année, il y a au moins un étudiant qui doit faire de la chirurgie, qui fait ce parcours médecine-sciences. Voilà. Et je les conforte dans cette décision, et ce que je leur dis souvent, c'est que le fait d'avoir fait un travail scientifique et d'avoir ce raisonnement scientifique fait qu'on apprend plus vite à opérer, en fait. Parce qu'on a cette espèce de raisonnement qu'on applique aussi aux gestes opératoires. Donc je ne suis pas opposé au parcours médecine-sciences pour les futurs chirurgiens. Voilà. Alors évidemment, il y a l'inconvénient de risquer de faire une thèse dans un domaine qu'on ne sera pas par la suite, mais quelquefois je me dis que c'est pas grave, au fond. Vous verrez que dans votre vie, plus ça va aller, plus vous serez amené à changer. Voilà. Et donc, changer de sujet, c'est pas dramatique quelque part. À partir du moment où on a appris une méthode de travail, où on est organisé et on a envie de faire quelque chose, au fond, c'est pas très grave. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Jean-Luc. Comment avez-vous articulé avec votre thèse de doctorat en médecine? Est-ce que vous avez utilisé une partie de la thèse de sciences ou ça n'a rien à voir? C'était pas du tout le même sujet. Donc c'était vraiment, le doctorat de médecine, c'était un sujet purement clinique. Et je l'ai fait pendant mon internat, soutenu à la fin. Et dans le timing, vous l'avez fait avant? J'ai soutenu ma thèse de médecine pendant mon Master 2, et mon Master 2, je l'ai fait entre l'internat et le clinique. Donc c'était... mais après, c'est vraiment 2 sujets totalement différents et qui n'ont rien à voir. Et alors, tu as dit que tes relations avec les chercheurs du laboratoire étaient parfois difficiles? Non, pas difficile, parce que globalement, moi je les connaissais déjà, ce qui est vraiment un avantage, parce que je m'étais arrêtée pendant mon Master 2, donc je connaissais déjà toute l'équipe, et ils savaient comment je travaillais aussi, donc quand je demandais quelque chose, un service, etc., globalement, ça s'est toujours bien passé. Mais c'est juste qu'ils ne vont pas forcément comprendre nos besoins et le fait qu'on soit un petit peu pressé aussi, parce qu'on est beaucoup plus pressé qu'ils ne le sont. Et non, mais c'est vrai. Et par exemple, il y a une collègue dans le laboratoire qui a fait sa thèse en codirection,
qui est médecin aussi, qui est ORL aussi et qui est d'une autre ville, et qui a eu vraiment du mal à boucler sa thèse, à finir sa thèse, parce que sa directrice de thèse avait du mal à se dire ah oui, c'est 3 ans et c'est pas 4, et en fait c'était 4 ans, et encore ça a été difficile. Ouais. Oui, mais moi je suis surpris quand vous dites qu'on peut commencer un Master 2 pendant l'externat. Parce que, j'imagine que quand on est jeune, on peut grimper. Quand on veut faire une carrière, votre patron vous dit il faut faire le Master, la thèse de sciences, l'HDR, etc. Mais on n'a pas. Enfin, moi je n'ai jamais entendu parler de tout ça avant l'internat. Et encore même pendant l'internat. Enfin, je veux dire, je regrette, moi, qu'il n'y ait pas plus d'opportunités que ces parcours soient connus. Parce que plus on commence tôt, mieux on peut s'organiser. Alors après, le maître mot, c'est l'organisation, mais on peut faire ses choix. Tandis que si on apprend assez tard, en fait, dans la carrière, qu'il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça, ça rend l'organisation, la débrouillardise, parce que on voit bien que c'est un peu le parcours du combattant, quand même. Hein. Mais c'est un peu dommage que toutes ces voies ne soient pas un peu mieux connues, je trouve. Et bon, c'est sûr que ta génération, qui est beaucoup plus jeune que moi, était une génération où on ne parlait pas de recherche, pratiquement pour les chirurgiens. Je pense que Gérard, tu partageras cette vie. On était considérés comme des minables, parce qu'on faisait un peu de recherche. Voilà. Et donc, on n'était pas exposé. Maintenant, effectivement, beaucoup d'universités poussent à faire un Master 1 obligatoire au cours du début des études. Donc, c'est un bon signe. Pas mal d'universités ont un parcours médecine-sciences, qui est un parcours médecine-sciences qui en général se limite au M2. Et puis, nous, on a fait un vrai parcours médecine-sciences avec la possibilité de s'arrêter en 3e année et de faire à ce moment-là son master, sa thèse, et puis de réintégrer les études médicales après ces 4 ans. Moi, j'en connais quand même maintenant une ou deux qui ont fait ça. À Pasteur, il y a Maud Pascal qui vient de réintégrer ses études médicales. Et ils ne sont pas désavantagés par le fait qu'ils ont 4 ans de plus que les autres, voilà, parce qu'ils ont acquis un matériel scientifique et une façon de travailler qui fait qu'ils s'intègrent bien à des gens qui sont plus jeunes qu'eux et qui n'ont pas cette formation. Et puis il s'arrête au bon moment aussi. C'est avant la préparation de l'ECN, même s'il n'y aura plus d'ECN, mais c'est avant la préparation de l'ECN, et donc c'est le moment où ils ont un peu de temps et ils ont le temps de se consacrer à la recherche, pour ceux qui sont intéressés. Donc c'est vrai que c'est assez... Le temps pour une dernière question. Pas de dernière question. Gisèle, merci beaucoup.